Bonjour tout le monde, des sciences alimentaires et nutrition en relation avec la santé, bien sûr. Nous avons fini avec le cours des sciences alimentaires. Donc, nous avons d'abord défini les aliments que nous avons classés en groupes selon leurs propriétés. Les aliments qui ont les mêmes propriétés sont classés dans un groupe. Ainsi, nous avons le groupe des céréales, le groupe des légumineuses, le groupe des légumes et feuilles vertes, le groupe des fruits, donc fruits frais et fruits secs, le groupe des graines, les graines, c'est le lin, le sésame, les graines de nigel, la fenugrec, le cresson, les graines de coriandre, les graines de chia, le carré. Ça, c'est aussi un groupe. Donc, le groupe des graines, le groupe des épices et bien sûr le groupe des plantes qu'on boit sous forme d'infusion, comme le thé, comme la verveine, etc. Ça, c'est aussi un groupe. Nous avons défini ce groupe qui est aussi important. Ça, c'est les aliments d'origine végétale. Et puis, on a les aliments d'origine animale, qui sont la viande, donc toutes les viandes, bien sûr, la volaille et les animaux. On a la viande, et on a les œufs, le lait et le poisson. Donc, ça, c'est les produits d'origine animale, bien sûr. C'est aussi que nous avons défini en groupe, le groupe du poisson, le groupe des œufs, le groupe des viandes, donc volaille et animaux, et ainsi de suite. Donc, là, c'est d'abord la définition des aliments. Il faut connaître d'abord les aliments. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la nutrition avec l'alimentation. Ce n'est pas la même chose. La nutrition, c'est une science pointue, c'est une science spécialisée. Donc, pas tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire nutrition. Quand on parle calories, quand on parle les besoins alimentaires, les besoins donc énergétiques du corps, donc les quantités que le corps a besoin en vitamines, en minéraux, en énergie, etc. Là, c'est une science pointue et pas tout le monde donc peut parler nutrition. Ça, c'est réservé donc aux spécialistes. La nutrition, vous savez, c'est pas un grand cours, donc les sciences de nutrition. C'est 40 heures. Hein, en 40 heures, on peut étudier les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, c'est les glucides, lipides, protéines, donc les trois composantes de la matière vivante. Et puis les micronutriments, c'est les minéraux et les vitamines. Voilà, ça c'est le cours de la nutrition. Mais l'alimentation, c'est autre chose. C'est pourquoi d'ailleurs les gens confondent la nutrition et les sciences alimentaires. Vous voyez, les sciences alimentaires, c'est des années d'études, hein, c'est 6 ans d'études. Et les sciences alimentaires, on dit les sciences alimentaires parce qu'il y a de la chimie, hein, il y a de la chimie dedans, il y a de la biochimie. Et il y a aussi, la nutrition est inclue, hein. Lorsque nous avons étudié donc, les sciences alimentaires, on a aussi étudié donc, la nutrition. Vous savez, on a la toxicologie, la technologie alimentaire, les techniques de production, les techniques de conservation, les techniques de stérilisation, les techniques de fermentation et tout ça. Les sciences alimentaires, c'est tous les aliments avec leurs propriétés, la composition chimique et propriétés. Hein. C'est donc les sciences alimentaires, vous savez, il y a différents groupes qu'on étudie en détail. Leur composition chimique et leur importance aussi en nutrition. Voilà. Donc les sciences alimentaires, hein, c'est des sciences, attention, hein, c'est beaucoup de choses. Mais la nutrition, c'est un sous-chapitre des sciences alimentaires. Voilà. Pour ne pas confondre nutrition avec alimentation. Hein. La nutrition, c'est chose et alimentation, on est un autre. Donc là. Et nous, on préfère parler alimentation. Pourquoi? Parce que les gens ils comprennent bien l'alimentation, ils ne comprennent pas la nutrition. Quand on dit viande, ben, la personne comprend tout de suite hein, que c'est l'alimentation. Pois chiches, les petits pois à fève. On parle lait, œufs, poissons, on parle les pommes de terre, les carottes. On parle, ça c'est des aliments. Quand on parle aliments, on parle aussi donc le riz, l'avoine, l'orge, le maïs et tout ça, ça c'est des aliments. Et là, ça se comprend bien parce que quand on va au marché, on ne va pas acheter les calories, on ne va pas acheter les lipides, les glucides et les protéines. Hein. Quand on va au marché, hein, quand on va faire des courses pour acheter les aliments, là, on va acheter les aliments. On n'achète pas les protéines et les lipides et les glucides. Voilà, donc c'est une confusion que je dois quand même clarifier parce que parler aliments, c'est mieux. Parler aliments, c'est mieux. Et la nutrition, vous savez bien que c'est une science qui s'en fout de l'origine des protéines ou des glucides et des lipides. S'en fout. Hein. Pour la nutrition, on parle protéines, que ce soit protéines du blé ou protéines des pois chiches ou protéines du poisson, on parle protéines. Quand on parle glucides, on parle glucides. On a les sucres simples et les sucres composés, hein, les sucres complexes, là on parle sucre.
Hein. D'où ça vient, on s'en fout. Hein. Et quand on parle lipides, on parle matière grasse. Que ce soit du beurre, de l'huile d'olive ou les huiles de table, tout ça, on en parle donc des lipides. On parle lipides. Et c'est ça le problème de la nutrition. Parce que c'est une science incomplète et c'est une science fausse. Je le dis tout de suite. Hein. La nutrition est une science fausse. Voilà. Sans l'alimentation, sans les sciences alimentaires, donc la nutrition ne vaut rien. Parce que les gens qui n'ont pas étudié les sciences alimentaires et maintenant qui sont en train de donner des conseils dans des cabinets, hein, des cabinets certifiés, enregistrés, tout ça, ils définissent des listes aux gens malades. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que on va donner une petite liste là et la nature, vous savez, il y a des milliers d'aliments alors que la personne va définir 5 ou 6 aliments qu'il connaît. Hein. On trouve toujours la pomme de terre, les carottes, tout ça, et le brocoli, tout ça dans la liste. Mais il y a 1000 choses dans la nature et puis selon les pays, les Esquimaux, ils n'ont pas de produits d'origine végétale. Comment vous pouvez faire quand même un cabinet là pour donner des conseils aux Esquimaux? Et puis un spécialiste canadien ne peut jamais donner des conseils à un Marocain, un Algérien, un Saoudien, parce qu'il ne connaît pas comment il vit, il ne connaît pas donc les aliments qui se trouvent dans ces pays. Vous savez bien. Et là, il faut quand même corriger certaines fautes, parce que la science aussi a fait des gaffes. La science a fait beaucoup de gaffes. La nutrition, si la personne ne connaît pas les coutumes alimentaires de la société, à mon avis, je le conseille de s'abstenir. Étudier, disons, la nutrition, c'est bon, hein, c'est une très belle science, pourquoi pas. Mais il faut avoir la base, il faut étudier d'abord les sciences alimentaires et il faut connaître la sociologie, il faut connaître donc la société dans laquelle vous allez travailler. Comment se fait-il qu'il y ait des spécialistes maintenant, donc européens, qui donnent des conseils alimentaires dans des pays africains? Et ça, c'est aberrant. Bon, vous savez, c'est pas logique quand même. C'est pas logique du tout. Un spécialiste français peut bien donner des conseils aux Français parce qu'il connaît bien la société, il connaît bien comment les Français vivent. Et un Américain, la même chose. Et un Marocain aussi, la même chose. Un Marocain, il connaît bien les Marocains, comment ils vivent. Quand il parle des aliments que les Marocains connaissent, hein, les repas et les aliments, là, ça passe. Mais un spécialiste en nutrition français ou canadien qui vient au Maroc, là, il ne connaît pas le semen, il ne connaît pas un melo, il ne connaît pas le qaddid, la viande séchée, il ne connaît rien. Et puis, il ne connaît pas donc la soupe d'orge, ça, c'est pas connu en Europe. Il y a beaucoup donc de préparation d'aliments, beaucoup de repas chez nous au Maroc, en Algérie, en Tunisie, là, ça c'est des repas amazirs, là, c'est les amazirs qui ont donc leur spécialité et aussi leur savoir-faire en nutrition, en alimentation plutôt. Mais vous savez, moi je dis ça hein, pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut jamais croire à votre nutritionniste. Hein. S'il change vos coutumes, là, attention, hein, quittez, abandonnez. Voilà. Donc, c'est d'abord, et même au sein d'un pays, un médecin, par exemple, né à Casablanca, qui a vécu à Casablanca, qui ne connaît, qui n'a jamais vu une poule, qui n'a jamais vu une vache, il ne peut pas ouvrir un cabinet à de l'Adfraj, dans la région de Doukala, la campagne. C'est la province, c'est la campagne, donc il ne peut pas. C'est des gens qui ont des coutumes alimentaires qui sont différentes des coutumes de la ville de Casablanca. Et ils n'ont pas de pizza, d'ailleurs, dans cette région, ils ne connaissent pas ce que ça veut dire une pizza. Et c'est ça c'est un problème, ça c'est un grand problème. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que j'ai fini donc le cours des sciences alimentaires et je vous renvoie donc aux vidéos, ils sont toujours sur la chaîne. Hein. Ça, je pense qu'il y a une trentaine de leçons sur les sciences alimentaires. Donc j'ai parlé des groupes parce que les aliments hein, classés dans un groupe, ils ont les mêmes propriétés. Hein, les céréales, ils ont les mêmes propriétés avec des compositions chimiques un peu qui diffèrent un peu, mais ils ont les mêmes constituants. C'est les pourcentages qui changent un peu. Hein. Vous voyez, les céréales ils sont caractérisées par une moyenne de 10% de protéines, c'est entre 8 et 10. Et puis, ils sont caractérisés par la vitamine B1 et B3, c'est la thiamine et la niacine. Et puis, ils sont caractérisés par les minéraux, il y a pratiquement tous les minéraux, mais ils sont caractérisés par le chrome. Hein, le chrome, et le chrome c'est très important hein, pour les diabétiques et pour les sportifs aussi. Ils sont caractérisés aussi par des phytoestrogènes parce qu'il y a des lignanes dans les céréales, et le sang de blé et tout ça.
et ils sont caractérisés par les fibres. Voilà, donc les éléments en commun. Donc l'élément qui caractérise ce groupe, c'est l'amidon. Le commun donc de ces aliments, c'est l'amidon. Les légumineuses, vous savez bien que c'est une moyenne de 20% de protéines, c'est entre 17 et 27 mois. C'est une moyenne de 20% de protéines, c'est le double des céréales. Et les légumineuses, ils sont caractérisées aussi par des vitamines comme la B5 et la B6, la B9. C'est une bonne source d'acide folique, les folates, et sous forme de tétrafolate, le bon acide folique. Donc, c'est l'acide folique, c'est la B9. Et il y a un peu d'acide pantothénique, la B5 et la pyridoxine, la B6. Un peu de biotin. Bon, quelques céréales, quelques légumineuses, ils contiennent aussi un peu de niacine et thiamine, très peu. Et puis, ils sont caractérisés par un autre minéral. Il y a les minéraux, il y a le fer, il y a le manganèse, magnésium, tout ça, il y a le calcium, phosphore et tout ça, mais ils sont caractérisés par le molybdénium. Le molybdène, vous savez, les céréales, c'est le chrome, les légumineuses, c'est le molybdène, et le molybdène, c'est un minéral très important parce qu'il caractérise des enzymes, d'ailleurs, qui détoxifient le corps. Le molybdène est très important, et le molybdène est rare dans la nature. Et c'est pourquoi, donc, les gens, ils sont obligés, donc, de consommer des légumineuses. Avant, c'était une fois par semaine. Maintenant, je conseille, donc, les légumineuses chaque jour. Mais chaque jour, parce que les gens, ils s'intoxiquent par les composés soufrés, par les composés du soufre. Et le soufre, c'est toxique pour le corps. Et, justement, le molybdène, ça active l'enzyme, disons, de sulfite oxydase, la sulfite oxydase. Et la sulfite oxydase permet d'éliminer les composés soufrés toxiques du foie. Ça, sont caractérisés par ces éléments, mais attention, il y a aussi de l'amidon dedans. Il y a aussi de l'amidon. Mais l'amidon des légumineuses n'est pas l'amidon des céréales. Là, c'est spécialisé. L'amidon des céréales ne passe pas dans le côlon. Il n'arrive pas au côlon. Interdit. L'amidon des légumineuses arrive au côlon. Voilà. Donc, l'amidon des légumineuses, il va jusqu'au côlon, donc il passe. Mais l'amidon des céréales ne passe pas. Donc, on a le groupe des légumes et feuilles vertes. Les feuilles vertes, c'est aussi classé avec les légumes, c'est des légumes. Les légumes, il n'y a pas d'énergie. Vous savez, il y a des minéraux, il y a les minéraux, les vitamines, les antioxydants, les enzymes et les fibres. Quand on les consomme crus, on a les enzymes et on a aussi le glutathion. Mais quand on fait cuire donc les légumes, là, on détruit le glutathion et on détruit le glutathion et les enzymes. Les enzymes aussi, c'est thermolabiles, donc ils sont détruits par la chaleur. Ils sont très sensibles à la chaleur. Et les fruits, vous savez, les légumes sont caractérisés par le potassium. Ils sont potassiques, attention. Ils sont potassiques, il y a les fibres. C'est une bonne source de fibres. Donc, les gens qui consomment moins de légumes, ils ont des problèmes. Les Européens, ils ont ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne consomment pas beaucoup de légumes. Donc, une carence en légumes, c'est-à-dire un régime où il n'y a pas beaucoup de légumes, c'est un régime-là qui va vous donner cette maladie comme les lithiases, donc la vésicule biliaire, comme les lithiases biliaires. Il va vous donner un cholestérol élevé dans le sang, il va vous donner une inflammation au niveau du côlon et il va vous donner un problème de chamboulage hormonal chez la femme, le dérèglement donc du cycle chez la femme. Voilà, les règles. Voilà. Et les fruits, on a les fruits frais et les fruits secs. Les fruits, vous savez bien, le groupe des fruits est caractérisé par le fructose. Parce que ce sucre, on l'a appelé fructose parce que fruit, fruta. Donc, il provient donc des fruits et tous les fruits contiennent du fructose. Ça, c'est les fruits frais. Et les fruits secs, on a les fruits secs sucrés, comme les dattes, les raisins secs, les figues séchées. Et on a aussi les fruits secs, comme les amandes, les pistaches, les noix, tout ça, les noix de cajou et tout ça. Là, c'est des fruits secs oléacés, c'est des fruits secs, donc gras. Donc, il y a de la matière grasse, il y a des huiles. Et c'est compté avec les oléagineux d'ailleurs. Donc là, vous savez, c'est des groupes, mais ce groupe des fruits, il est caractérisé par le fructose, sauf que l'amande et les noix, on les classe avec les fruits secs. Mais normalement, pour moi, ils doivent être classés dans un groupe à eux seuls d'ailleurs, ces aliments.
Le groupe des graines, les fruits, c'est aussi la vitamine C. Hein. On a la vitamine B9 dans les légumineuses, on a la B1, B3 dans les céréales et on a la vitamine C dans les fruits et on a la vitamine E dans les fruits gras, dans les fruits secs gras comme l'amande, les noix, les pistaches, les noix d'acajou et tout ça. Là, on a les tocophérols, on a la vitamine E et la vitamine E, c'est anti-vieillisse. Et c'est pourquoi donc les gens qui consomment donc les nuts, ce qu'on appelle les nuts, là, les fruits secs gras, hein, comme l'amande, les noix, les pistaches et tout ça, là, c'est des gens qui vieillissent, mais qui ne vieillissent pas vite. Bon. Au Maroc, on a des régions où on a les noix, donc, et c'est des noix endémiques du Maroc. C'est les gros calibres des noix blancs et les régions qui consomment, on avait les Amazirs de l'Atlas qui consommaient donc les noix et qui consommaient autre chose. On a aussi l'huile d'argan et l'huile d'olive. Donc, c'est des gens qui ne vieillissaient pas. Il n'y a pas de cheveux blancs. Il y a des femmes, il y a une région. La région, c'est l'arrière Atlas, hein, c'est la région de Tinrir. Tout ça, c'est compté de la région de Sousse, c'est le Dara, hein, c'est la source du Dra. Et c'est une région où les femmes arrivaient à la ménopause à l'âge de 56 ans, 56, 58 ans. Vous voyez, hein, les femmes ne sont pas ménopausées à 45 ans et à 40 ans. Hein. Il y avait une époque où les femmes, donc la ménopause c'était même 65 ans dans cette région. Et c'est une région qui était caractérisée avant par les femmes. Ils avaient une coutume, les habitudes alimentaires dans cette région, c'est que les femmes ne mangeaient pas les viandes. Et c'était condamné, parce que si une femme mange de la viande, ben les autres femmes, donc, ils coupent avec. Donc, disons, ils l'isolent, hein, ils ne parlent pas avec, et puis ils la condamnent. Donc, les femmes ne mangeaient pas la viande dans cette région. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit, donc, les habitudes alimentaires, c'est très important de connaître un peu la société, oui. Et moi, quand j'ai examiné, parce qu'il y a déjà une dame, là, docteur, là, qui a écrit un bouquin sur la région, et là, aussi écrit quelque chose sur l'alimentation et sur les habitudes, donc les modes de vie dans cette région. Et moi, j'ai découvert dans ce petit bouquin, moi, je suis marocain, je connais la région, hein, et j'étais frappé par le fait que les femmes, ils vivaient d'abord longtemps, ils pouvaient donner naissance à l'âge de 56 ans. Là, j'étais frappé. Et j'ai trouvé même, il y avait avant, c'était 60, la ménopause c'était 65, mais c'était pas 40 ans. Là, on ne croit pas maintenant, à notre époque, on ne croit pas, hein, comment? Là, mais c'était vrai, hein, c'était vrai. Et vous voyez, une dame qui a 80 ans, hein, son visage, c'est l'âge de 30 ans. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré, hein, ça m'a donné beaucoup d'idées. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là là, que j'ai commencé d'ailleurs à inclure les habitudes alimentaires de la région. Il faut respecter les habitudes des gens. Il faut respecter les coutumes des gens. Il ne faut pas changer le régime alimentaire des gens. Si les gens vivent sur l'orge, ben, il ne faut pas toucher. Hein. Faites dans les conseils, mais respectez d'abord la consommation de l'orge. Si les gens ne consomment pas de la viande, ne leur dites pas il faut consommer de la viande. Voilà. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que le corps est habitué à un régime. Il est habitué, c'est des habitudes. On dit habitude parce que le corps est habitué. Si vous changez, attention, vous allez chambouler tout. Parce que déjà les enzymes dans le corps, la physiologie du corps, et d'ailleurs, il a été adapté, il a été bien adapté, il a été bien étalonné sur, disons, le mode de vie, d'ailleurs, qui inclut les aliments de la région et le temps, d'ailleurs, le temps des repas est très important, et aussi le mode de cuisson et la nature des aliments de la région. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Hein, pour, disons, vous donner, bon, ne serait-ce qu'une culture générale, parce qu'il y a des gens qui qui parlent nutrition comme ça, qui tombent du ciel et qui parlent nutrition. Moi, j'ai fait 40 ans de recherche, j'étais enseignant-chercheur au département des sciences alimentaires et nutrition, donc à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. J'étais plus spécialisé en biotechnologie alimentaire, les procédés biotechnologiques, donc des aliments, comme les procédés enzymatiques et les procédés d'ailleurs de fermentation. Mais déjà,
je trouve des difficultés parfois à distinguer certaines choses, alors que les gens qui ont un petit diplôme de nutrition, qui l'affichent donc à la porte, là, spécialisé, nutritionniste spécialisé, hein, et puis commence à donner des listes aux gens, hein, il faut manger ça, ça et ça et ça, un petit morceau de la viande, un petit morceau de pain, des toasts, vous prenez ça, des patates cuites à l'eau et des trucs comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas. Pour moi, bon, ça me plaît pas du tout parce que ça me plaît pas parce que c'est une vie quand même. Bon, et on ne peut pas quand même des gens donner exactement à une personne pour manger. On ne peut pas. Vous savez, il y a des milliers d'aliments dans la nature et la personne peut bien vivre seule parce que c'est la chose qui fait partie donc de l'apprentissage de la famille. Les personnes ils savent bien vivre. Il faut leur organiser le mode de vie. Il faut enlever ce qui est dangereux et laisser le reste. Pour les messieurs et mesdames les nutritionnistes du monde, ne donnez pas une liste. Enlevez les choses dangereuses et laissez le reste. Si la personne a la maladie cœliaque, c'est connu que c'est le gluten qu'il faut enlever, qu'il faut supprimer, mais pas uniquement le gluten, mais les produits industrialisés conservés. Et oui, parce que cette personne qui a la maladie cœliaque, qui a déjà un intestin qui n'a pas de villosité, c'est un intestin qui n'absorbe pas, c'est un intestin dormant, hein, pratiquement dormant, il est paralysé, il n'y a rien. Et il faut lui donner des aliments forts. Pourquoi? Parce que déjà, il a une mauvaise absorption. Donc, il faut enlever les choses là qui bloquent l'absorption, qui sont les additifs alimentaires. Donc, tout ce qui est conserve, tout ce qui est produit emballé, conservé, qui a subi un procédé industriel, les produits industrialisés, stérilisés, tout ça, donc c'est interdit. Donc, je donne un exemple. Hein, bon. Et les diabétiques, on enlève les choses qui sont trop riches en sucre, comme les dattes, les figues, les insectes, le sucre d'ailleurs, le sucre blanc, les gâteaux et tout ça, bon, c'est sucré, il y a même les boissons gazeuses et tout ça, c'est sucré. Mais il faut aussi enlever la viande, parce que si vous n'enlevez pas la viande d'un diabétique, il va faire une gangrène gazeuse. Il va faire une gangrène et on va lui couper le pied après. Et il faut enlever aussi la viande, parce que le gras saturé plus cholestérol, donc il est dangereux pour un diabétique. Et les cardiaques, par exemple, les gens qui ont des cardiovasculaires, vous leur donnez donc des comprimés pour fluidiser le sang, hein, pour fluidiser le sang, hein, mais ils continuent à manger de la viande. Ça, c'est aberrant, comme c'est pas logique. Les cardiovasculaires, les gens cardiaques, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, il faut d'ailleurs supprimer tout ce qui est produit animal, les viandes, l'œuf et le lait, mais il faut laisser le poisson. Pourquoi le poisson? Parce que le poisson, il n'y a pas de cholestérol et il y a de l'oméga 3, il y a de la vitamine D, il y a des minéraux. Voilà. Je donne des exemples le pif, mais après, on va quand même détailler ces choses parce que ce n'est pas facile à définir. Hein. Ça, c'est les grands spécialistes. Et on a le problème de la phénylalanine, donc le problème du rab chez certains enfants, on a le problème des allergies, les personnes qui sont allergiques à certains aliments. On a le problème de la femme enceinte et la femme allaitante. On a le problème des cancers, le problème des maladies auto-immunes. Le problème aussi donc des personnes qui ont des problèmes donc hormonaux, chamboulage hormonal. C'est les hommes, c'est le problème de la prostate et les femmes, on a le problème donc des règles. Et, les règles, il y a des femmes maintenant qui souffrent. D'ailleurs, toutes les femmes, j'exagère un peu, vous voyez, hein, mais toutes les femmes du monde maintenant, elles souffrent donc des règles. Hein. Et pourquoi? Parce que la femme maintenant, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle mange moins de végétaux et elle mange la viande. Voilà, c'est simple. Et c'est pourquoi, donc, nous, on raisonne avec une liste négative. C'est mieux que la liste positive. Il faut enlever ce qui est dangereux et puis laisser le reste. Comme ça, la personne peut bien vivre à l'aise. Il peut bien varier, donc, sa nutrition. Et vous leur dites, attention, il ne faut pas toucher à tout ce qui est emballé. C'est déjà pas mal. Si les cardiaques ou diabétiques ou hypertendus, si les cancers, tout ça, il faut enlever les viandes, tout ce qui est produit d'origine animale, mais laisser le poisson. Et puis, le mode de cuisson, vous savez bien que le mode de cuisson ici est important parce qu'il y a la formation des mélanoïdes et des peroxydes dans le mode de cuisson quand on cuit par la friture.
Et puis, quand on fait chauffer certains aliments qui sont riches en amidon dans une température élevée, comme les pommes de terre, comme les frites, là, on chauffe la pomme de terre à 300 degrés, ça donne de l'acrylamide. Donc, il faut aussi donc signaler ça aux patients. Vous le dites, attention, la cuisson, ça devrait être, c'est un pot-de-feu avec une sauce, parce que il faut faire cuire avec l'huile d'olive, avec de l'eau. L'huile d'olive avec de l'eau, ça donne une sauce. Et la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés, donc il n'altère pas l'huile d'olive. Mais quand vous chauffez l'huile d'olive dans une poêle, donc pour faire des frites, tout ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que porter l'huile d'olive à 300 degrés, attention, ça devient dangereux. Mais avec la sauce, ça donne pas de problème, ça ne cause aucun problème, c'est bon. D'ailleurs, nous, les Amazirs, là, ils ne connaissaient pas les huiles de table avant. C'était l'huile d'olive. Il y a encore, mais un peu moins, hein. On a commencé maintenant à cause donc des sous, parce que l'huile d'olive maintenant c'est cher, ben, les gens maintenant, ils achètent donc l'huile de table. Et l'huile de table, c'est une huile raffinée, finalement. Il y a des gens qui disent, ah, la meilleure huile, c'est l'huile je prends l'huile de tournesol, l'huile de colza, c'est bon, l'huile de... Non, il n'y a pas d'huile, c'est une huile raffinée, que ce soit l'huile de palme, ou de soja, ou de maïs, ou d'arachide, ou de colza, bon, c'est une huile raffinée avant tout. On s'en fout de l'origine, on s'en fout donc de cette huile s'il est extraite donc du soja ou du maïs, mais elle est raffinée d'abord. Quand on raffine une huile, ce n'est plus la matière grasse qui existe dans la nature. Les huiles de table, c'est pas un aliment naturel. Et les gens, ils se trompent, ils disent non, 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 j'achète le tournesol, bah, c'est une bonne. Oui, monsieur, mais c'est une huile raffinée d'abord, bah, c'est pas le tournesol, hein. Ce n'est plus du tournesol parce que vous avez des acides, des hydrobolysants trans, vous avez des acides gras trans qui n'existent pas dans la nature. On a clivé la molécule, là, qui est ici, dans la nature et qui devient trans après raffinage, parce qu'après raffinage, il y a déjà une opération où on chauffe à 400 degrés, il y a même des industriels qui chauffent à 450, parce qu'il y a la démucilagénation, il y a la décoloration, il y a la désodorisation, il y a la utilisation, il y a des opérations en huilerie. L'huile passe par différentes étapes, attention, il n'est plus la matière grasse de la nature, il n'est plus la matière grasse qui existait dans le soja ou dans le maïs ou dans l'arachide. Faites très attention, hein. Et ça n'a rien à voir, hein. Et puis, il y a des gens qui disent, ah, beurre végétal. Les margarines, c'est du beurre végétal. Il n'y a pas de beurre végétal. Les végétaux, ils ont des huiles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, est-ce que vous raisonnez ou pas, quand même? Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de beurre végétal. Ça n'existe pas dans la nature, parce que les végétaux, c'est des huiles. Les animaux, c'est des graisses. Y compris le lait. Le lait, c'est du beurre, c'est une graisse. Mais les végétaux, il n'y a que des huiles. Mais quand on hydrogène, l'hydrogénation, c'est des huiles hydrogénées. Qu'est-ce que ça veut hydrogéner? On sature les doubles liaisons par de l'hydrogène, mais venez voir le procédé, comment il est, hein. En technologie alimentaire, venez voir ce que ça donne, hein. Et d'ailleurs, la margarine, ce n'est pas une matière grasse naturelle, ce n'est pas du beurre végétal, c'est tout, c'est des mensonges. C'est de la margarine, c'est une huile hydrogénée, c'est tout. Mais à mon avis, bah, il faut que les gouvernements américains et européens, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils arrêtent donc ce procédé, hein. Parce que j'ai enseigné la technologie alimentaire pendant 30 ans et je sais ce que ça veut dire. Mais les Américains maintenant, ils se réveillent, ils sont en train donc de tout chambouler. Ils ont déjà renversé la pyramide des aliments, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai crié à haute voix, ça fait 30 ans maintenant que je crie que la pyramide des aliments est fausse et on me considérait comme un fou. Mais lorsque les Américains, ils ont renversé la pyramide, ah oui, ah, les Américains, ils disent que c'est maintenant, monsieur Faïd l'a dit il y a 30 ans, ah, c'est maintenant que, mais c'est déjà trop tard, il y a des gens qui sont maintenant sur la terre. Et il y a des gens, et des personnes, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont dans leur tombeau. Qu'est-ce qu'on leur dit? Pardon? Sorry? Et quand même, hein, hein. Et les Américains maintenant, ils sont en train de revenir à la réalité, hein. Et je pense qu'ils vont arrêter beaucoup de choses. Ça, c'est sûr, hein. Parce que la science, oui, on a un développement scientifique, on a des progrès scientifiques, on est arrivé à hydrogéner la matière grasse insaturée pour qu'il devienne solide. C'est une huile liquide en hydrogène et ça devient solide. Pourquoi? Pour tartiner. Tout simplement, c'est pour tartiner. Il y a des gens qui disent, ah, je consomme pas directement une huile de table.
au Maroc, ils ne pas zit romia, ça s'appelle zit romia. Attends, avec du pain, nous, on mange l'huile d'olive, mais l'huile de table, on ne la mange pas directement, on fait la cuisson avec. Mais si vous demandez à quelqu'un de prendre son petit déjeuner, vous versez donc une huile de table dans un plat et que vous lui dites prenez avec du pain, il va dire non, je ne mange pas de l'huile de table. Et oui, il faut la manger sous forme de margarine, monsieur, tout simplement. C'est l'huile de table qui a été hydrogénée, elle devient de la margarine, et vous tartinez avec, et vous aimez. Ah oui, mais soyez conscient quand même, c'est votre santé, soyez conscient. C'est des choses qui sont difficiles à dire, difficiles à raconter, mais on ne peut pas tout raconter. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont plus dangereuses et qui sont plus choquantes que ça. Mais nous, quand même, on respecte quand même la publication. Hein, ça, c'est un discours au public. Et on fait beaucoup attention, parce que ce n'est pas parce qu'on a peur de personne, c'est de la science. Mais il y a des personnes qui vont jouer avec, vous savez, avec le social media, ils vont prendre quand même un tronçon de votre vidéo, ils vont faire du buzz avec, regardez ce qu'ils ont dit, tout ça. Non, monsieur. Ça, bon, les gens, ils ont vécu ça. Malheureusement, maintenant, on a 10 millions de personnes qui sont sur la Terre à cause donc des bêtises, je dis bien des bêtises industrielles. C'est un progrès scientifique, oui, mais c'est une grosse bêtise. Oui, la philosophie. Depuis qu'on a arrêté le cours de la philosophie, donc scientifique, c'est devenu de la catastrophe. Il faut enseigner la philosophie aux gens. Les ingénieurs, les médecins et tous les gens qui étudient donc la technologie et les sciences et tout ça, il faut qu'ils étudient le cours de philosophie. Ça doit être obligatoire. Il y avait qu'un module quand même, hein, c'est pas coefficient 2, hein, c'est coefficient 6. Et pourquoi? Parce que, disons, une science sans philosophie, nous on dit une science sans religion, mais religion oubliée. Hein. Religion, ça permet jamais de régler le problème. La religion, ça ne règle jamais le problème. La philosophie, c'est une conscience, c'est une pensée. La philosophie, c'est quoi? C'est la question. Vous questionnez tout. Et vous vous demandez n'importe quelle fois, vous dites pourquoi. Et c'est d'ailleurs les lois de causalité de Socrate. Socrate, c'est-à-dire les 4 principes de la loi de causalité. Et là, vous vous demandez sur toutes les choses. Il faut aller connaître la réalité vous-même. Vous devez vous devez arriver à la réalité vous-même, par votre raisonnement et par votre esprit. Et c'est très important. Mais les gens maintenant, ils ne pensent pas. Ils entendent quelque chose dans le social media ou à la télé. Avant, c'était la télévision, c'était les médias. Et puis, c'est bon. J'ai demandé nous étions dans un congrès à Caen, en France, en 1994. C'était à Caen, c'était un congrès sur les bactéries lactiques. Et il y avait beaucoup de chercheurs, américains, européens. Il y avait même des Australiens, des Japonais, des Russes. Il y avait on avait 160 exposés, 160 papiers de recherche. Et j'ai présenté, moi, les phytases chez les bactéries lactiques. J'étais les premiers à découvrir que les bactéries lactiques, ils ont un enzyme qui s'appelle la phytase qui n'existe pas chez l'homme. Mais les bactéries lactiques, ils peuvent bien hydrolyser l'acide phytique, les phytates. Et c'était un papier extraordinaire, hein. Ça vient attirer donc, disons, l'attention de beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs, y compris les Américains. Et les gens, c'était un congrès qui concernait les sciences alimentaires, et puis à l'intérieur donc de la salle des conférences, là, les personnes ils montrent leurs muscles, là, que les acides gras entrants sont dangereux, les additifs sont dangereux, les colorants sont dangereux, la stérilisation c'est pas une bonne. Mais quand ils viennent au repas, hein, quand on sort de l'auditoire, quand on sort de la salle de conférence et on va au restaurant, on va manger, ils vont manger les choses là dont ils parlaient en intérim. Moi, je dis un Américain. J'étais dans une table où il y avait un Américain, il y avait un Hollandais et 2 Français avec moi. Donc, dans cette table, je dis, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Je mangeais. Je dis, c'était du poulet. C'était du poulet cuit avec des huiles de table, avec des acides gras trans. Et il y avait des boissons gazeuses. Le Français avait une bière, pas une bière, mais une bouteille de vin rouge. Et je dis, mais l'autre, il avait son coca. L'Américain avait son coca. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que c'est comme boisson coca? Enfin, boisson gazeuse. Qu'est-ce que c'est comme aliment? Il m'a dit,
C'est une boisson. Oui, oui, mais à l'intérieur de la salle de conférence, vous étiez en train de dire que les colorants et tout ça, c'est dangereux. Maintenant, vous êtes en train de boire une boisson. Oui, il y a les colorants, aussi sucré avec l'aspartame et c'est acidifié avec l'acide phosphorique. En plus. Voilà, bon, est-ce que finalement vous êtes chercheur ou est-ce que vous êtes venu là, vous dire là? Et là, c'est grave. Si les chercheurs eux-mêmes n'arrivent pas à suivre un régime naturel, ça c'est grave. Moi, depuis 1980, lorsque j'étais étudiant ingénieur, j'étais élève ingénieur, et on avait un professeur français qui nous a enseigné l'huilerie, le cours d'huilerie, la technologie des huiles. Et lorsqu'il nous a dit que les huiles importées par les pays du tiers-monde sont des huiles au bas de la gamme. Primo. Secondo, il nous a dit attention, les huiles de table, c'est des huiles là modifiées. On a la double liaison 6 qui existe dans la nature et les cliver et les renverser en double liaison trans. Et la double liaison trans, c'était 1980. Hein. Ce professeur français là qui nous disait ça, il nous a dit si les Marocains continuent à manger comme je vois, en 1990, j'aimerais bien compter le nombre des cancers. Il l'a dit en 1980 et il voulait compter le nombre des cancers en 1990, après 10 ans. Maintenant, il est dans son tombeau, maintenant il est sous la terre, mais s'il peut se lever pour venir au Maroc voir le nombre des cancers, c'était exactement ce qu'il nous a dit. Parce qu'il n'y a pas de statistiques au Maroc. On ne connaît pas le nombre officiel des cancers, mais c'est catastrophique. C'est très alarmant, c'est catastrophique. Et chaque jour, le diagnostic donc, des cancers, là, c'est des milliers chaque matin. Et les gens, ils continuent à bouffer n'importe quoi, ils continuent à rigoler, à raconter des blagues. Voilà, ils s'en foutent là de ce qu'ils bouffent, de ce qu'ils avalent. Voilà, il n'y a pas de conscience. Franchement, il n'y a pas de conscience. Donc, je m'excuse, hein, j'ai beaucoup donc bavardé, mais ça, c'est une petite introduction parce que nous allons commencer, donc, nous allons commencer à appliquer donc les sciences alimentaires pour la nutrition, ce qu'on appelle la nutrithérapie. Donc, nous allons parler maintenant relation, mode de vie, enfin, c'est le système alimentaire avec les aliments. Et nous allons donner des solutions, bien sûr, hein, pas uniquement parler comme ça. Mais déjà, les personnes qui suivent un cours de nutrition, les étudiants en nutrition, même les médecins, s'ils veulent, là, je leur conseille de prendre note, hein, parce que c'est un cours qui n'existe nulle part. Déjà, le cours des sciences alimentaires, j'ai regardé donc des vidéos tout à l'heure, il y avait 1000 vues, 1500 vues. Ça c'est grave, hein, parce que faire une vidéo de n'importe quoi, de la foutaise, vous trouvez 1 million de vues. Et quand vous donnez donc des idées, quand vous donnez quand même des informations aux gens, c'est un cours, hein, c'est une formation. Là, les gens, ils s'en foutent. Voilà. Et comment se fait-il que les sciences alimentaires, ça n'existe pas? Et moi, j'ai organisé ce cours d'ailleurs en chapitres, et c'est bien organisé, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 27, 29. C'est bien organisé. Les céréales, les légumes, les légumineux, les céréales, les légumineuses, les légumes, les feuilles vertes, les fruits, les graines, les épices, les plantes, et puis les viandes, j'ai parlé de tous les aliments. Hein. Et si vous ne connaissez pas les aliments, moi je vais commencer à parler de nutrithérapie. Comment vous allez rien comprendre, hein? Parce que nous allons travailler avec les groupes alimentaires. Et quand je parle, je ne sais pas, quand je parle de l'avoine, quand je parle de l'alpiste, ben, vont me dire, qu'est-ce que c'est que l'alpiste? Il faut connaître d'abord les aliments, parce que si je parle des pois chiches et quand je parle la fève, ça veut dire ce que c'est comme aliment. J'ai donné les grandes caractéristiques, c'est les choses à ne pas oublier, d'ailleurs, assez simples, vous pouvez les apprendre par cœur facilement. Et c'est les choses à ne pas oublier, et c'est les choses, attention, hein, que vous devez connaître d'ailleurs tout le temps. C'est comme la table de multiplication. Exactement.
Et la nutrithérapie, nous allons commencer d'ailleurs par avant, on va parler le temps des repas, le nombre de repas, la quantité donc des aliments, comment se contrôler dans cette quantité alimentaire, parce que quand c'est appétissant et c'est bon, là on commence à avaler jusqu'à la remplir, et puis déjà quand vous sentez que vous êtes rassasié, là c'est déjà mauvais. Il faut s'arrêter avant, hein, mais c'est déjà mauvais, et puis ces aliments, il y a des aliments compatibles, des aliments qui ne sont pas compatibles. Vous savez, hein, quand vous prenez par exemple de la viande avec du pain, ça c'est mauvais, ils ne sont pas compatibles. Parce que la viande, c'est 3 heures à 5 heures de digestion et le pain, vous savez, c'est 40 minutes de digestion, c'est entre 30 et 40 minutes. Mais quand vous prenez, par exemple, les légumineuses avec du pain, c'est aussi mauvais. Donc, les céréales avec les légumineuses, ça passe pas. Et quand vous prenez du lait avec du pain, il y a des gens qui mangent du pain avec du lait, non, ça passe pas. Un fromage dans un pain, c'est déjà pas mal, c'est déjà mauvais. Hein. Mais il y a des gens qui disent, moi, comment je dois manger mon fromage? Vous le mangez tout seul, tout simplement. Et les gens qui mettent du fromage avec du pain, c'est mauvais. Hein. C'est pas une bonne habitude. Parce que la digestion du fromage et la digestion du pain dans l'estomac, donc, c'est pas la même chose. Et c'est très important donc de parler de ces choses parce que les gens maintenant vivent aléatoirement. Les gens vivent aléatoirement. C'est parce qu'ils ont trouvé des habitudes et parce qu'ils voient les gens qui puis ils les font. Maintenant, avec le développement de certains nouveaux aliments, de certaines nouvelles préparations et repas, là on se perd. Avec les pizzas, avec les tacos, avec les problèmes comme ça, bah on se perd. Déjà. Avant, c'était le pot-au-feu, les gens, c'était des légumes cuits avec de la sauce, et même de la viande, c'était aussi cuite. Et les gens, les salades, c'était des légumes coupés. Comme, les salades, normalement, ça doit être cru. La salade niçoise, la salade variée, tout ça, ça c'est mauvais, c'est une catastrophe. Disons, vous rentrez dans un restaurant et que la personne a le serveur va vous apporter un plat de salade niçoise ou de salade variée. Ici au Maroc, on l'appelle comme ça, la même chose qu'en France. Là, vous allez trouver dans ce plat, vous avez le riz, hein, le riz cuit à l'eau. Vous avez la pomme de terre cuite à l'eau. Vous avez les carottes cuites à l'eau. Vous avez, on a du thon, hein, le poisson. Vous trouvez un morceau de thon. Vous avez un œuf aussi durci et puis une olive ou deux, hein, un morceau de tomate, tout ça c'est mélangé, hein, c'est pas une salade. Déjà les légumes, quand on les fait cuire dans l'eau pour préparer une salade, c'est déjà mauvais parce que normalement une salade, un hors d'œuvre, hein, c'est une entrée, ça doit être cru. Pourquoi? Parce que quand il est cru, il est riche en enzymes, et il y a du glutathion dedans. Et ça aide aussi, il y a de l'acidité, hein, ça aide aussi à digérer. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle hors d'œuvre, on le prend avant le repas. Mais déjà, les modes de préparation et les modes de cuisson maintenant, c'est déjà mauvais. Et c'est très difficile à corriger, vous savez. Hein. On ne peut pas corriger ça aux gens. Donc, la nutrithérapie, donc serrez les ceintures, attachez bien vos ceintures à la nutrithérapie. Nous allons commencer d'ailleurs par, après les sciences alimentaires, la deuxième chose, c'est le passage de ces aliments donc dans le corps humain. Comment? Est-ce que c'est directement des aliments crus? Est-ce que c'est des aliments cuits? Est-ce que c'est des aliments industrialisés, hein? Emballés, travaillés, tout ça? Et puis, on passe d'ailleurs à la nutrithérapie qui va devenir facile. Mais si vous ne connaissez pas les aliments, vous ne pouvez pas suivre le cours de la nutrithérapie. Il faut faire la différence entre les pois chiches et les pommes de terre, d'abord. Il faut faire la différence entre le lait, hein, entre le lait et l'orge. Il faut d'abord bien classer les aliments dans vos têtes et là, ça va devenir très facile d'ailleurs. Merci pour votre attention. Au revoir.